Grazie dottor Caridi, grazie. Mi dispiace molto di non parlare in italiano, ma il tema della mia lezione è forse un po' troppo complesso per poter improvvisare il testo italiano, e quindi mi servirò dei servizi di un ottimo traduttore che ringrazio qui per il lavoro che ha fatto. Volevo ancora dire che mi sento molto onorato dal privilegio di poter essere qui e di parlare in questo stupendo luogo, fare una lezione in Modena, in questo festival che è un fenomeno, è veramente un'esperienza indimenticabile. Grazie tante per gli organizzatori di avermi invitato. En laissant de côté, faute de temps. Bene, allora, visto che non c'è abbastanza tempo, lasciamo da parte tutta quella che è la discussione filosofica che ha già avuto luogo, io potrei distinguere in questo momento allora tre grandi categorie di oggetti materiali, fisici, e questo appunto risultano proprio dalle evoluzioni delle materie inanimate o anche degli esseri viventi. Dall'altra parte invece abbiamo quelli che sono stati prodotti proprio perché c'è un fine particolare e quindi gli attori di questi ultimi sono gli esseri umani. Allora, da una parte chiamerò questi oggetti i corpi, dall'altra parte li chiamerò artefatti. Ora, questi corpi quindi vengono classificati dalle scienze naturali, quindi non dipendono da noi. Dobbiamo però parlarne comunque di questa prima categoria, anche perché insomma noi esseri umani ne facciamo indirettamente parte. Allora, in effetti sono i primi che noi percepiamo, un pochino come percepiamo anche tutti quanti gli altri oggetti. Quando si tratta quindi del nostro proprio corpo, noi lo sentiamo, lo viviamo dall'interno. Ora, queste due prospettive quindi devono essere assolutamente distinte, perché appunto le immagini del corpo umano non coincidono e sicuramente non si lasciano neanche accordare. Vediamo quindi, conseguentemente, il corpo umano limitarsi. Noi infatti siamo diversi dal corpo degli animali. La testa appunto è inserita verticalmente sulla nostra colonna vertebrale e poi il viso, le mani prensili. Noi quindi ci identifichiamo grazie a diverse mimiche, a diverse posture e anche a diversi gesti, a diverse manifestazioni di stati interni. E poi ci distinguiamo anche grazie ai suoni che noi emettiamo e quelli che emettono gli animali, i suoni che ci vengono indirizzati, animali che hanno il loro linguaggio e noi che abbiamo anche la cosiddetta melodia di un suono o di un canto. Ora però gli stati interni del nostro corpo li percepiamo in un modo completamente diverso. Sensazioni visive, uditive, olfattive. Les chauds et les froids, la sécheresse et l'humidité, la facilité ou la difficulté de respirer, les douleurs, les gènes, parfois une aisance, la soif et le rassasiement. Nous ressentons en outre les désirs dans les désirs sexuels, celui de communiquer avec nos semblables, de manifester notre appartenance à un groupe, la curiosité, l'agressivité. Nous nous laissons envahir par les émotions, peur, tristesse, joie, colère et d'autres. Nous faisons des rêves, imaginons et rarement avons des hallucinations. Nous nous rappelons nos états passés, des événements qui nous ont impressionnés et nous nous appliquons à en garder les souvenirs en mémoire. Nous nous parlons à nous-mêmes sans émettre des sons et il nous arrive même de penser, de procéder à des raisonnements qui conduisent des prémices à des conclusions. C'est surtout cette capacité de désirer, d'être ému, de rêver, d'imaginer, de penser, capacité dont nous sommes conscients. Qui fait que nous croyons spontanément être différents de nos Per una volta crediamo spontaneamente a tutto quello che appunto vi ho appena elencato. Nous conduit à nous arrêter un moment de plus sur les corps, aussi le fait que plusieurs corps situés sur la surface de la Terre sont redevables de leur état présent, dans une mesure variable aussi à l'action humaine. Sans cesser d'être des corps, ils sont donc par certains de leurs traits des artefacts. Cela vaut surtout pour les plantes cultivées, issues d'une sélection pluriséculaire et aujourd'hui à un degré croissant de l'ingénierie génétique. Cela vaut pour les animaux d'élevage, issus aussi d'une sélection. Mais cela vaut beaucoup plus loin.
l'agriculture, les mines et les industries. L'essor des villes, les voies de communication transforment sous nos yeux les paysages, bouleversent les écosystèmes, influencent les climats, menacent les espèces vivantes désormais protégées au point que même celles qui restent toujours à l'état sauvage, entre guillemets, sont en réalité dépendantes des hommes. La division entre les corps et les artefacts a ainsi tendance à s'estomper. Cette artificialisation des corps est particulièrement manifeste dans le cas du corps humain. Tout corps humain est à la fois un corps et un artefact. Il l'est parce qu'il est façonné par la nourriture et les conditions de vie, par les activités qu'il pratique, par les opérations délibérées dont il est objet. Il l'est parce qu'il est décoré et habillé. Il l'est enfin parce que son fonctionnement interne est souvent orienté de façon intentionnelle par les drogues et les médicaments et qu'aux déficiences de ces organes suppléent les prothèses d'un niveau de sophistication de plus en plus élevé. En anticipant sur la suite, remarquons sans tarder, comme ici un exemple d'une boucle de rétroaction dont nous en verrons encore plusieurs. D'un effet en retour, exercé en l'occurrence sur les corps par les artefacts, qui pourtant n'auraient pas pu être fabriqués si les corps dans le corps humain n'étaient pas déjà là, et s'ils n'avaient pas évolué au point d'avoir rendu possible la production des artefacts et leur métamorphose. À une dépendance génétique des artefacts par rapport au corps se superpose ainsi une dépendance fonctionnelle des corps par rapport aux artefacts. À une dépendance matérielle se superpose une dépendance de régulation. C'est là un cas particulier d'un schéma général qui retiendra encore notre attention. En attendant, passons aux artefacts. À la différence des corps, ils sont, avons-nous dit, produits intentionnellement. Ils sont travaillés, façonnés, fabriqués pour tenir des rôles définis d'avance ou qui se sont précisés en cours de leur élaboration. Mais si chacun en est le résultat d'une activité qui visait d'emblée à produire un objet doté de caractères déterminés, c'est parce qu'il doit permettre à une action humaine d'atteindre un but défini vers lequel elle tend. À faire éclater un os sous les cales d'une noix, à labourer la terre, à mettre en mouvement des machines, à placer un satellite sur orbite. Chaque artefact est ainsi inséré dans un enchaînement d'actions où il est successivement la fin et le moyen en vue d'une fin et qui peut être composé de plusieurs séquences. Tant la fin ultime, en vue de laquelle un artefact a été confectionné, que les fins intermédiaires qu'il doit permettre de réaliser sont incorporées dans cet artefact même, dans les matériaux choisis, dans la forme qui lui a été imposée, dans l'agencement des parties s'il en a, dans la force qu'il appelle les cas échéants pour les rendre efficaces. L'usager, s'il est différent du producteur, ce qui est en général le cas, reçoit ainsi avec chaque artefact l'indication de la fin vers laquelle il est orienté et donc de la manière de s'en servir. Il peut certes l'utiliser autrement, voire à contre-emploi, et de tels exemples sont plus nombreux qu'on ne les pense. Autant dire que le fonctionnement effectif d'un artefact ne correspond pas toujours à sa destination d'origine. Reste que les matériaux, les formes et autres propriétés d'un artefact sont choisis en fonction du rôle en vue duquel il a été fabriqué, de la fin qu'il doit permettre d'atteindre. Aussi est-ce en tenant compte des fins assignées à des artefacts que nous pouvons les distribuer entre des catégories différentes. Ces fins, il est vrai, sont très variées, mais elles se laissent regrouper dans quelques grandes rubriques. Pour en acquérir une première idée, regardons tout simplement autour de nous-mêmes et réfléchissons à ce que nous y découvrons afin de dépasser le niveau de l'inventaire par lequel il faut commencer pour aboutir à un classement général et exhaustif. Dans notre environnement domestique, nous trouvons d'abord des aliments, des condiments et des boissons, des vêtements, les linges de maison, des récipients et des ustensiles, des outils et des machines, des calorifères et des cuisinières, des tuyaux et des prises, les luminaires, les mobiliers, la literie, les produits hygiéniques et cosmétiques, les médicaments, un évier, un bain, une douche, des sanitaires, une poubelle, un vide d'ordures, des vélos, une moto ou une voiture. Tous ces artefacts sont là pour être quotidiennement utilisés, pour nous permettre de nous nourrir, nous habiller, nous éclairer, nous chauffer, ranger nos affaires, nous reposer, dormir, nettoyer notre intérieur, nous laver, nous embellir, nous soigner, nous déplacer. Certains nécessitent pour fonctionner d'être alimentés en énergie ou en eau. Certains autres sont directement consommés. Mais tous, ils sont manipulés,
Tous, ils exercent des actions physiques sur les corps humains et sur d'autres artefacts, et tous, en réaction, sont détruits par l'usage, soit en l'espace de quelques heures ou quelques jours, soit à plus longue échéance. Aussi faut-il périodiquement en renouveler les exemplaires en notre possession. Ils recevront ici le nom des choses, qui aura donc une acception plus restreinte que dans le langage naturel. Mais dans notre environnement domestique, on trouve aussi des tableaux et autres images, des bibelots et des objets d'art, des livres, journaux et imprimés divers, des documents officiels et privés, des enregistrements visuels et sonores, des miroirs, des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des cartes de crédit. Ces artefacts ne sont manifestement pas destinés à exercer des actions physiques sur les corps humains ou sur d'autres artefacts. Et en effet, ils ne les exercent pas. Ils sont regardés, lus, écoutés, excités en certaines circonstances, échangés contre d'autres objets. Il en est ainsi parce que les caractères, couleurs ou formes qui leur furent imprimés par leurs producteurs et qui les distinguent sont censés non pas agir, moyennant une manipulation sur les corps ou les artefacts, mais renvoyer à des entités invisibles du fait soit de leur absence, soit de leur inaccessibilité des principes à la perception humaine. Aussi ces caractères, les signes, s'adressent-ils à la capacité de les reconnaître en tant que tels et d'en comprendre les significations en les mettant mentalement en correspondance avec les entités invisibles idoines. Tous les artefacts dont il est maintenant question sont donc composés, à la différence des choses, d'une partie matérielle, surface ou volume, et des signes auxquels elles servent les supports. Ce sont les signes qui définissent plus spécialement la fonction que chacun d'eux remplit et la place qu'il occupe. C'est pourquoi ces artefacts jouent autrement que les choses. Leurs supports matériels, détériorés, peuvent en général être remplacés par d'autres, équivalents, sans affecter leur fonction. C'est seulement quand les signes qu'ils portent cessent d'être identifiables ou que la capacité de les comprendre disparaît qu'ils perdent avec eux leur finalité. On les désignera ici par le terme de sémiophores. Et ce n'est pas tout, car toujours dans notre environnement immédiat sont présents aussi des artefacts tels que balances, horloges, thermomètres, baromètres, règles graduées, compas, sans même parler de tous les compteurs sur les machines que nous utilisons et sur les conducteurs d'eau ou d'énergie. Ce ne sont pas des choses. Ils n'ont pas à exercer une action physique. Ce ne sont pas non plus des sémiophores. Bien qu'en général ils portent des signes, nous en attendons non pas qu'ils les montrent, mais qu'ils les produisent, en nous donnant des indications numériques sur les poids, l'heure, la température, la pression atmosphérique ou les dimensions des objets. Autrement dit, ils doivent nous permettre de saisir les propriétés quantitatives hors d'atteinte de notre perception qui n'appréhende que les qualités. On en formera une catégorie à part, celle des instruments de mesure. Il est un autre groupe des artefacts que nous rencontrons eux aussi sans bouger de notre chez-soi. Crayons et stylos, appareils photo, caméras, postes de radio et de télé, chaînes hi-fi, magnétophones, ordinateurs, imprimantes, scanners, photocopieuse, téléphone, tablette. N'étant destinés ni à être consommés, bien qu'ils s'usent comme des choses, ni à porter des signes, bien qu'ils en portent, ni à dévoiler des propriétés quantitatives, bien qu'ils soient munis des compteurs, ils sont différents de tous les précédents. Leur rôle, c'est de nous faire communiquer avec des partenaires éloignés dans l'espace ou dans le temps, ou de rendre une telle communication possible en enregistrant les messages et en permettant de les reproduire. Comme ils font office de médiateurs entre nous et les autres, ils seront désignés ici par le terme « médias ». Mais notre environnement domestique, faut-il le dire, ce ne sont pas seulement des artefacts. Ce sont aussi d'autres corps vivants et d'abord d'autres êtres humains. Nous vivons en société. Pour ce qui est de l'environnement domestique dans la petite société d'une famille nucléaire composée de 2 générations. Sans être une règle absolue, un tel cas est statistiquement prédominant. Nos proches partagent avec nous un même espace et une grande partie du temps. Nous échangeons avec eux des paroles, des objets, des gestes, des postures, des mimiques.
et les états intérieurs qu'elles manifestent. Nous vivons des conflits et des réconciliations. Des artefacts dont il était question sont pour la plupart utilisés non pas par un individu, mais par la maisonnée tout entière. Pour toutes ces raisons, notre corps propre intègre la présence des autres. Il est à la fois individuel et socialisé. L'environnement domestique, nous le partageons aussi avec les plantes, les chiens et les chats et autres animaux de compagnie. Cette remarque peut sembler anecdotique, à tort, car les corps vivants qui cohabitent avec nous appartiennent à une catégorie dont font partie aussi les plantes cultivées et les animaux d'élevage. Les uns et les autres, sans être à proprement parler des artefacts, sont sous leur forme présente, on l'a déjà dit, des produits des activités humaines et nous sont indispensables au même titre que les choses. Ils constituent donc une catégorie des corps vivants qu'il faut distinguer des autres. Nous allons parler à son propos des corps artificialisés et nous allons l'inclure parmi les catégories des artefacts sans oublier pour autant sa spécificité. Il va de soi que notre environnement n'est pas que domestique. Ce sont aussi les immeubles qui abritent les intérieurs habités et c'est la ville dont ils font partie avec ses rues et ses places, ses espaces verts, ses monuments, ses lieux de culte, ses installations sportives, commerces, restaurants, services publics et privés, salles de spectacle. Ce sont en outre les moyens de transport où beaucoup d'entre nous passent une partie considérable de leur temps. Et ce sont surtout les lieux de travail, exploitations agricoles, entreprises industrielles, des transports, des télécoms, des services, laboratoires, centres de calcul, musées et toutes sortes de bureaux. Il ne semble pas que parmi les artefacts présents dans ces diverses institutions, il y en ait qui ne trouvent pas de place dans les classements quadripartites qu'on vient d'esquisser. Il est vrai que les armes, depuis la matraque du policier jusqu'aux drones et missiles, n'ont pas encore été mentionnées, car ils ne font pas partie, chasseurs mis à part, de l'équipement standard d'une habitation. Mais selon les critères adoptés ici, elles sont de toute évidence une espèce de chose. Pour le reste, entre les artefacts qu'on rencontre, en dehors de l'environnement domestique, et ceux qui en font partie, la différence, si différence il y a, est non pas de nature mais d'échelle. Cela est pas tant s'agissant des plantes, cela l'est tout autant s'agissant des machines, mais cela est particulièrement frappant s'agissant des instruments de mesure qui atteignent dans les laboratoires et observatoires des dimensions gigantesques et qui sont en fait à la fois des instruments d'observation, tels les télescopes, d'expérimentation, et aussi les accélérateurs des particules, et des instruments de mesure. Ils seront désignés désormais, pour faire bref, par l'acronyme IOEM, Instruments d'observation, d'expérimentation et de mesure. Il est pourtant une catégorie d'artefacts dont il n'a pas encore été question, bien qu'elle soit représentée tant dans l'environnement domestique que dans tout milieu humain, quel qu'il soit. La constituent tous les artefacts destinés à être évacués, dépiécés, transformés en matériaux pour en produire de nouveaux ou tout simplement éliminés, détruits ou laissés à l'abandon et soumis à l'action corrosive des facteurs physiques et biologiques. En un mot, les déchets. L'importance du traitement des déchets dans nos sociétés, notamment des déchets industriels et plus spécialement nucléaires, dont le temps de neutralisation sera très long, aurait suffi à elle seule à justifier la prise de cette catégorie sous considération. Mais elle nous concerne aussi directement. En effet, le destin de chaque artefact est de devenir déchet, même si leur durée de vie diffère selon les catégories et à l'intérieur de chacune selon la destination de chaque artefact, de son matériau, de sa complexité, de sa dépendance à l'égard des modes et des rythmes d'innovation, des circonstances enfin. En règle générale, la durée de vie la plus longue caractérise certains types de sémiophores, mais même leur parcours en fait à un moment des déchets. Cela peut signer leur fin définitive quand les déchets sont détruits.
Il est arrivé toutefois à plusieurs reprises que les artefacts devenus déchets et qui les sont restés pendant plusieurs siècles, si ce n'est des millénaires, sont arrivés sous cette forme jusqu'à nos jours et ont commencé alors une nouvelle vie, cette fois en qualité de sémiophores. On les trouve en grand nombre dans nos musées, plus spécialement dans les musées d'archéologie. Dégagés de leur gangue, qu'elles soient des pierres, des terres, des tourbes ou des boues, nettoyés, restaurés, exposés, ils sont devenus des objets d'étude par l'intermédiaire desquels nous parvenons à connaître un passé qui autrement serait confiné à jamais au-delà de notre horizon. En particulier, il serait impossible sans eux de reconstituer l'histoire des artefacts dont ils sont pour de très longues périodes les seuls témoins. La trajectoire de tout artefact aboutit donc toujours à un des deux termes, soit devenu déchet. Il est détruit d'une manière irréversible, soit, après être passé par l'état des déchets, il est récupéré pour devenir un sémiophore, quelle qu'ait été sa finalité d'origine. Corps, chose, sémiophore, corps artificialisé, IOEM, médias, déchets. Ce classement des éléments du monde de la perception est général et jusqu'à preuve du contraire exhaustif. Il établit une coupure entre les corps et les artefacts, ces derniers ayant été produits en vue d'une fin. Et il répartit les artefacts entre les catégories selon les fins qui leur ont été assignées par leurs producteurs. Chaque catégorie peut être divisée à son tour en classes fonctionnelles. Nous ne le ferons ici que pour les sémiophores, les autres catégories étant hors de nos compétences. Dans l'environnement domestique, nous avons trouvé des exemples d'images, de textes et des substituts des biens, pièces de monnaie, billets de banque, cartes de crédit. Pour épuiser la diversité des sémiophores, il faut ajouter à ces trois classes trois de plus. La première est composée de tous les artefacts qui ont pour fonction d'identifier leur porteur, que ce soit un être humain ou un autre artefact. C'est le cas des marques d'appartenance, des décorations, des emblèmes, parfois des couleurs et aussi des feux de navire ou d'un véhicule, étiquette ou code barre. Nous parlerons à leur propos d'un signe. À la deuxième classe, peu représentée dans l'environnement domestique, appartiennent les commandes, tels les feux de route ou panneaux de signalisation qui interdisent, ordonnent ou indiquent la voie à suivre, et toutes les icônes ou idéogrammes disséminés dans l'espace urbain et qui ont la même fonction. La troisième est représentée par tous les objets dont la seule fonction est d'être exposés au regard, quelle que soit leur forme. On leur donnera les noms d'expos. Au total, les sémiophores sont répartis en 6 classes: images, texte, substitut des biens, un signe, commande. Pour la clarté de l'exposé, nous avons jusqu'à maintenant tacitement admis que chaque artefact n'a qu'une fin, qu'une chose n'est qu'une chose, et ainsi de suite. La réalité n'est pas aussi simple. Des choses sont légion, qui portent aussi des signes, au point parfois qu'on peut se demander si on a affaire à une chose ou à un sémiophore. Cela vaut pour tous les autres artefacts. Par ailleurs, les fins assignés par les producteurs ne sont pas nécessairement respectés par les usagers. Autrement dit, le caractère d'un artefact ne détermine pas une fois pour toutes et d'une façon univoque l'emploi qui en sera fait. Il arrive que les choses soient traitées comme des sémiophores et ces derniers comme des choses. Cette liberté des usagers a une limite. Une chose ou un sémiophore ne peuvent pas servir comme un IOM ou un média. La réciproque, elle ne tient pas car tout artefact se laisse réduire à l'état d'une chose, de même qu'il se laisse voir comme un sémiophore. Mais il quitte alors la catégorie qui était la sienne. Les trajectoires des artefacts ne vont que dans un sens.
Quelle que soit la catégorie d'origine, ils peuvent être utilisés à contre-emploi, soit comme des choses, soit comme des sémiophores, en attendant de devenir à terme des déchets, pour commencer éventuellement, après une période de latence, une nouvelle vie en tant que sémiophore. Voilà qui montre la place distinguée des sémiophores dans l'ensemble des artefacts, qu'on constate d'ailleurs sans peine dans notre environnement domestique et que nous avons passé sous silence. En effet, pour la clarté de l'exposé, nous avons admis tacitement que les choses se présentent à nous, pour ainsi dire, dans leur nudité ou leur pureté, et que nous les utilisons chacune en accord avec sa destination uniquement d'après les suggestions de son matériau et de sa forme. Chacun sait qu'en réalité, il n'en est rien. Les choses, et cela vaut aussi pour les IOM et les médias, se présentent à nous avec leurs emballages où sont indiqués leur nature, leurs producteurs, leurs dimensions, leurs paramètres techniques, avec des modes d'emploi qui décrivent les manières de s'en servir, éventuellement avec des garanties. Au demeurant, leur achat est précédé en général par la lecture des encarts ou des dépliants publicitaires, les visionnages des publicités à la télévision ou l'écoute de celles-ci à la radio. Il faut ajouter à cela que la production même des choses n'est possible de nos jours, à des rares exceptions près, que grâce à des instructions consignées dans des livres, à des plans, à la conception assistée par des ordinateurs et à des programmes suivis par les ordinateurs qui régissent les machines. D'où l'exigence d'une main-d'œuvre qualifiée capable de lire de tels documents et de les traduire en des opérations censées aboutir à un produit déterminé. Et il faut ajouter aussi que tous les trajets des choses depuis les producteurs jusqu'à l'utilisateur final est jalonné par l'attachement à ces artefacts des signes, du code barre, des connaissements, police d'assurance, facture, étiquette, prix. Tout cela s'applique mutatis mutandis aux IEM et aux médias. La production, la circulation et l'utilisation des choses sont aujourd'hui tributaires de la production des sémiophores, tout comme elles le sont des IEM et des médias. Les choses sont très nombreuses qui ne pourraient simplement pas être produites sans des instruments d'observation et des ordinateurs, et aucune ne saurait l'être sans des instruments de mesure. L'utilisation des choses, elle aussi, fait très souvent appel à ces derniers et de plus en plus souvent à des médias. Cela ne veut nullement dire que la production et la circulation des choses, des IEM et des médias ne soient pas dépendants des corps dont la transformation fournit les matières premières et les sources d'énergie. Elle en dépend plus que jamais. Et cela ne veut nullement dire que la production et la circulation des IEM ne dépendent pas fortement des corps et des choses, de même que la production et la circulation des médias dépendent des corps, des choses et des IEM. Ce qui nous importe ici, c'est de montrer d'abord que l'ensemble des artefacts forment un système dont les composantes interagissent les unes avec les autres et que ces interactions se présentent sous deux espèces différentes. La dépendance matérielle va des corps vers les choses, les IOM et les médias, et la dépendance des régulations va dans le sens inverse. Choses, déchets, sémiophores, corps artificialisés, IOM, médias. Présentés dans cet ordre, ces classements non seulement permettent d'y voir plus clair dans l'ensemble extrêmement diversifié des artefacts auxquels nous sommes conjugués, il permet aussi de projeter un nouveau regard sur leur histoire et d'identifier du même coup les grandes scansions. Les êtres humains produisent les choses et avec elles les déchets depuis environ 2 millions d'années. Ils ont maîtrisé le feu il y a 500 000 ans et ils se servent du langage depuis environ 200 000 ans. Ils produisent les sémiophores depuis environ 100 000 ans
Les corps artificialisés depuis environ 10 000 ans, les IEM et les médias depuis quelques millénaires, si l'on s'accorde à placer au départ des premières les balances, les poids et les barres d'arpentage, et au départ des seconds les pinceaux, les poinçons et les seaux. Mais les IEM et les médias ne se constituent en classe fonctionnelle qu'au cours des derniers siècles. Si on accepte les classements des artefacts proposés ici, on doit admettre que les êtres humains ne sont pas que des producteurs d'outils, nous dirions plutôt des choses. Leur répertoire est beaucoup plus large. Et à l'intérieur même de l'ensemble des choses, il comporte une rupture entre celles qui précèdent l'invention des sémiophores et celles qui viendront après. En effet, la production des sémiophores matérialise et confère une irréversibilité à l'émergence de la culture à partir de la nature, amorcée certainement déjà avant avec la maîtrise du feu et l'acquisition du langage. C'est avec elle, la production des sémiophores, que la culture se constitue en un domaine spécifique, régi désormais par ses propres règles et qui modifie en retour, on l'a vu, les corps et les choses. S'ensuit que si les êtres humains font en tant que corps partie de la nature, ils la transcendent en tant que producteurs des artefacts. Sinon des choses, alors certainement des sémiophores, des IEM et des médias. Ce sont des animaux, certes, mais pas comme les autres. Et avec le passage du temps, de moins en moins comme les autres. Ils sont soumis aux lois de l'évolution, mais ils ont aussi une histoire qui façonne leur corps et s'extériorise dans les artefacts. Une histoire dont on ne sait pas si elle exerce un effet en retour sur l'évolution sans qu'on puisse écarter une telle hypothèse. Dans la mesure où elle est aussi une histoire des artefacts, cette histoire est discontinue. Les sémiophores ne sont pas un simple prolongement des choses. Ils en sont qualitativement différents. Les choses renvoient au corps dont elles sont faites et à ceux sur lesquels elles agissent, en attendant de s'appliquer aussi à d'autres choses avec l'allongement de la chaîne de production. Aussi longue soit-elle, avec les choses on reste dans les visibles. Avec les sémiophores on en sort, car tous, ils se réfèrent à l'invisible, à l'au-delà, à l'ailleurs, au passé, à l'avenir. Aussi agissent-ils non pas en exerçant sur des corps ou des choses des effets physiques, tangibles et visibles. Ils agissent uniquement sur des êtres humains en mettant en relation avec l'invisible, non pas l'extérieur de leur corps, mais l'intériorité de ceux-ci. Les sensations, sentiments, émotions, désirs, rêves, images mentales et pensées. Leur action même n'est pas visible et ces effets ne se manifestent que dans le comportement des individus qu'elle a affectés ou dans les signes imprimés à sa suite sur leur corps. Mutilation rituelle, scarification, tatouage, peinture. Ou encore dans les habits qu'ils portent, leurs tissus, leur couleur ou leur coupe, dans les bijoux, dans les insignes. De même que les sémiophores ne sont pas un simple prolongement des choses, les instruments de mesure ne sont pas un prolongement des sémiophores. Entre les uns et les autres, il y a rupture. Ces instruments, en effet, permettent de saisir les propriétés invisibles des corps et des choses, mais c'est un invisible très différent de celui que donnent à voir les sémiophores. Le poids, la longueur, les volumes, la superficie ou l'angle entre deux lignes sont des propriétés quantitatives
exprimés chaque fois non pas par une image, mais par un nombre, qui est celui des unités de mesure idoines. Quand au XVIe siècle apparaissent les premiers instruments d'observation, ils ne prolongent pas les anciens instruments de mesure. Ils mettent en œuvre de nouveaux principes et découvrent un monde inaccessible à nos sens, mais désormais connaissable par l'intermédiaire de ces instruments. On pouvait penser qu'ils ne sont que le prolongement de nos sens dont ils augmentent la puissance et affinent le pouvoir de résolution. On a constaté assez vite qu'ils nous faisaient connaître les phénomènes que nos sens ne pouvaient aucunement appréhender, et on a inventé des instruments qui permettaient de modifier ces phénomènes de façon contrôlée afin de dévoiler leurs propriétés quantitatives, qui permettaient, autrement dit, d'en faire objet d'une expérimentation. Un nouvel univers fut ainsi mis progressivement en évidence, composé de particules et d'ondes, et connaissable uniquement par l'intermédiaire des instruments qui n'ont plus rien à voir avec leurs lointains précurseurs. Les médias, enfin, ne font pas que prolonger les artefacts qui les ont précédés. Ils se constituent en une classe à part quand ils mettent en jeu de nouveaux principes en utilisant les découvertes de la microphysique pour faire des ondes et des particules des porteurs des informations. Ils ouvrent la perspective des rapports inédits entre les individus mêmes. Et ils ouvrent en même temps la perspective d'une transformation de la mémoire de chaque individu et d'une mutation de ses rapports avec elle. Chaque individu doté d'un ordinateur peut désormais se connecter à tous les autres qui sont dans le même cas et s'insérer ainsi dans un réseau étendu sur la surface du globe, ce qui lui permet de communiquer avec eux, c'est-à-dire de recevoir leurs messages et de leur répondre. La vie vécue parmi les corps et les artefacts se double ainsi d'un simulacre de vie assimilé à un échange de messages sur la toile, qui réduit les partenaires à des images sur l'écran et au son dans le haut-parleur, et les corps propres aux mains, aux yeux et aux oreilles. D'autre part, le détachement des signes de leur support traditionnel et leur transforme sous forme numérisée sur les disques durs des ordinateurs permet de stocker les informations en quantité incomparablement plus grande qu'avant et d'y avoir rapidement accès. Et cela à partir de n'importe quel endroit, pourvu qu'ils bénéficient d'une connexion au réseau que forment les ordinateurs déjà interconnectés. Le contenu de la mémoire de chaque individu se voit ainsi démultiplié et son fonctionnement accéléré, cependant que cette mémoire est universalisée dans la mesure où elle englobe virtuellement les mémoires de tous les autres individus. Des barrières existent, certes, qui empêchent la communication de devenir effectivement universelle. Le contrôle, voire la censure pratiquée par les États totalitaires, et surtout la multiplicité des langues. Mais la tendance est nette, et il semble peu probable qu'elle puisse être arrêtée, encore moins inversée. Quels en seront les effets à long terme et quels seront les effets massifs et durables des médias sur l'intériorité des humains, sur leurs désirs, leurs émotions, leur imagination, leur conscience de soi et leurs pensées? Il est beaucoup plus trop tôt pour pouvoir les identifier. Mais ce qui est déjà hors de doute, c'est l'effet en retour des médias sur la production, la circulation et le fonctionnement des choses des sémiophores et des IOM, ainsi que sur les corps dont ils rendent possible l'artificialisation poussée à un degré sans précédent. Nous avons déjà évoqué ces sujets. Qu'en est-il maintenant des êtres humains eux-mêmes? Ils sont d'abord des corps artificialisés, mais ils ne sont pas que cela. Ils sont aussi des choses quand seules mises à profit leur force musculaire, des sémiophores quand ils portent des signes,
des instruments de mesure quand ils évaluent le poids ou les dimensions des objets en se servant de leurs extrémités. Des médias enfin quand ils parlent ou écoutent ou encore tracent ou perçoivent des signes. Un être humain n'est que rarement tout cela à la fois. Certaines fonctions sont plus facilement compatibles que d'autres et certaines ne le sont pas du tout. Reste qu'un être humain occupe une place distinguée à la jointure des corps et des artefacts et qu'il est le seul être vivant dont les comportements peuvent être mis en correspondance avec toutes les catégories de ces derniers. À cela, rien d'étonnant. Pendant la plus grande partie de leur histoire, les artefacts ne sont que des prolongements, des renforcements, des affinements des comportements humains. Ils cessent de les prendre pour modèles et acquièrent par rapport à eux une autonomie seulement quand ils commencent à produire des effets dont aucun comportement humain ne serait capable. Quand ils mettent directement à profit des ondes et des particules et qu'ils modifient les propriétés observables des corps vivants et inanimés. Quand ils forment des systèmes complexes dont les individus humains dépendent désormais dans l'exercice de leurs activités quotidiennes, et quand l'artificialisation des corps, en premier lieu du corps humain, entre dans une nouvelle phase où elle en modifie de l'intérieur les fonctionnements mêmes par l'utilisation massive des médicaments, par la transplantation d'organes, la microchirurgie, les prothèses électroniques. Au cours des dernières 50 000 années, la morphologie humaine n'a pas beaucoup changé. Ce qui a radicalement changé en revanche, c'est la psychologie humaine. L'hypothèse qu'on voudrait proposer ici est que ces changements sont pour une part tributaires de l'évolution des artefacts. Pour une part seulement, quand ils le sont aussi des transformations des sociétés dont le lien avec l'évolution des artefacts est loin d'être évident. Mais l'évolution des artefacts est tributaire à son tour des changements de la psychologie des hommes qui a parcouru un long chemin depuis la formation de l'habitude de produire des choses en passant par la maîtrise du feu et l'acquisition du langage jusqu'à l'invention des sémiophores. De tout cela, nous ne savons que le peu qui se laisse inférer de l'évolution de l'outillage lithique, des os du crâne et des moulages endocrâniens. L'invention des sémiophores ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la psychologie humaine parce qu'elle permet d'extérioriser les états internes des individus, non plus seulement en tant qu'énoncé du langage qui disparaissent une fois émis et ne survivent s'ils survivent que dans la mémoire du locuteur et des auditeurs. Désormais, les états internes pouvaient être extériorisés en laissant des traces qui renvoyaient et qui étaient donc les signes, moyennant des modifications stables des apparences ou des formes, des objets matériels stables. C'est la stabilité des signes et de leurs porteurs, jointe à leur visibilité, qui introduit donc ici un changement qualitatif par rapport à l'extériorisation langagière. Les effets de l'invention des sémiophores sur la psychologie humaine sont, sans exagération, révolutionnaires. Elle met les êtres humains face à des objets qui, une fois produits, durent grâce à leur matérialité comme les corps et les choses, mais qui ne sont ni les uns ni les autres parce qu'ils représentent l'invisible. Le dédoublement du monde fut probablement entraîné par l'enrichissement et la complexification du langage. Mais nous ne pouvons que spéculer sur ces sujets. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'apparition des premières images a placé les humains face à des objets qui étaient des projections de l'invisible dans le visible, des représentations du premier dans le second, et qu'elle a modifié à terme les humains par un effet en retour, dans la mesure où ils intériorisaient ces représentations, ils subissaient de ces faits eux-mêmes une scission encore visible et en leurs doubles invisibles.
Avec l'invention des sémiophores commence l'histoire de l'intériorité. D'autre part, placés face à des représentations de l'invisible, les humains l'étaient face à eux-mêmes, car ils en étaient auteurs, mais des auteurs dont on peut supposer à bon escient qu'ils n'en étaient absolument pas conscients. Reste qu'en parlant des images, ils réfléchissaient en fait sur eux-mêmes sans toutefois s'en rendre compte, et qu'ils apprenaient ainsi à opérer un retour sur soi, qui était la condition de l'apprentissage d'une régulation plus fine des gestes et des paroles, condition à son tour d'un remplacement de la pierre taillée par la pierre polie, de la domestication des plantes et des animaux, de la production de la céramique et des tissus, de la sédentarisation, de l'entrée dans l'âge des métaux, bref, de la révolution néolithique. C'est avec les premières images que commence l'histoire millénaire de la réflexion, qui entrera dans un nouveau stade et passera à une vitesse supérieure suite à l'invention de l'écriture. Entre les images et les écrits a fait son apparition un nouveau type de sémiophore, des insignes, objets censés révéler les statuts exceptionnels d'un individu, sa proximité avec l'invisible, voire sa qualité de représentant de celui-ci auprès des humains. Ce sont des objets en métaux brillants et lumineux, des pierres ayant les mêmes propriétés, des couleurs intenses ou caractérisées par une extrême dureté, des tissus d'une exceptionnelle finesse ou d'une tout aussi exceptionnelle couleur, des plumes. Tout comme certains autres vestiges, les insignes montrent que les humains s'imaginent désormais le monde comme d'une hiérarchie verticale, avec les sommets dans les ciels et la base à l'intérieur de la terre. Cette vision hiérarchique du monde restera universellement acceptée jusqu'à une époque relativement récente, et c'est dans ce cadre que seront pensés les phénomènes naturels et les relations entre les humains. Elle se dissipera seulement sous l'influence des données fournies par des instruments d'observation et d'expérimentation, mais cela n'affectera qu'une fraction de la population mondiale. Au demeurant, ces instruments même n'auraient jamais pu être conçus sans la maîtrise des opérations sur les signes et le développement de la pensée abstraite consécutif à une longue pratique de l'écriture et du calcul. Nous laisserons de côté ces sujets bien connus. Mais il nous faut introduire dans notre histoire encore un autre type de sémiophore. Il s'agit des substituts des biens, objets échangés contre des corps artificialisés, des choses ou d'autres sémiophores et qui expriment leur valeur en nombre d'unités de base. Ce sont des lingots d'or ou d'argent, des coquillages, des monnaies enfin au croisement des insignes et des écrits. Tout cela présuppose l'habitude du comptage, du mesurage, du pesage, c'est-à-dire une assimilation par certains individus seulement, car cela mettra du temps avant de se généraliser, d'une approche des objets qui les réduit par la pensée temporairement à leur dimension quantitative, afin de pouvoir les échanger malgré leur hétérogénéité manifeste. Arrêtons-nous en ce point. Notre intention, en effet, n'était pas d'esquisser ici une histoire de psychologie humaine en relation avec l'histoire des artefacts, mais seulement de justifier l'hypothèse selon laquelle ces deux histoires sont tributaires l'une de l'autre et leurs avancées se conditionnent réciproquement. Hypothèse qui n'est qu'un cas particulier de l'affirmation générale que nous avons voulu justifier dans cet essai. Nous autres, les êtres humains, sommes les produits des artefacts que nous avons produits. Et nous ne saurions nous comprendre nous-mêmes sans prendre cela en considération. Sans une connaissance approfondie des artefacts, une anthropologie digne de ce nom n'est pas possible. Merci de votre attention.